C'est l'heure de votre journal. À la une de ce matin, les jeunes de la RDC sont appelés à réintégrer l'armée congolaise pour buter d'ailleurs l'ennemi de la RDC qui viole les massacres dans la partie est du pays. Détail à suivre dans le corps de ce journal. Des écoles, centres de santé, autres bâtiments publics sortent du sol dans plusieurs territoires en RDC. Le programme de développement à la base de 145 territoires change petit à petit l'image de la RDC comme le veut le président de la République, assurance de la ministre en charge du plan au sénateur. Vous verrez les images dans ces journaux. Et puis ces assurances du directeur général de la FIKIN. La foire internationale de Kinshasa sera bientôt revêtue de sa plus belle robe. Le travaux de réhabilitation de ces bijoux évolue à pas de géant, a-t-il déclaré. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le titre. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue à cette édition de 7 heures de Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a réconforté les victimes des atrocités de milices Mobondo dans les territoires de Kwamotu, dans la province de Maïndombe. Alain Bikaï. Devient irréversible pour Peter Kazadi, patron de la territoriale congolaise, qui à marge des assises d'Engabé à Brazzaville a pris l'initiative de se rendre dans les territoires de Kwamout, province de Maïndombe. Sur place, après un bref entretien avec le général Bruno Mandefou, commandant en charge des opérations de Kwamout sur l'axe fluvial, les flics du gouvernement Samalou Kondé, qui accompagnait son homologue de la République du Congo, s'est retrouvé en face de ses compatriotes du territoire de Kwamout. Peter Kazadi a porté un message de réconfort du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis venu ici sur l'instruction du chef de l'État. Il m'a dit de vous dire ceci, que jour et nuit, il travaille pour que la paix revienne à Kwamout, dans toute la province de Maïndombe et dans les villages environnants. L'émissaire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est garant de la sécurité au pays, ne manque pas de demander aux riverains de dénoncer l'ennemi qui essaye de trouver refuge aux côtés des populations. Toutefois, la force reste à la loi, autant l'État reste au-dessus de qui que ce soit. Par la même occasion, Maître Peter Kazadi Kondé a procédé à la restitution des biens de la population emportés par les insurgés. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la RDC, a tenu à préciser que le ciel est bleu entre son pays et la République du Congo. Une réalité qu'il partage avec son homologue du Congo d'en face. Sachez également que le Bureau national d'études et planification industrielle est désormais doté d'un cadre organique et son référentiel d'emploi. Nadine Kiloche et Cédric Kenina. La réforme amorcée depuis au sein de l'administration publique en vue de maîtriser les effectifs et la masse salariale poursuit son bon nombre de chemins. Conformément aux orientations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination du Premier ministre Samalou Kondé, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le ministre de l'Industrie Julien Paloukou ont procédé ce lundi 5 juin 2023 à la signature du cadre et des structures organiques du Bureau national d'études et de planification industrielle. Aujourd'hui, la volonté que nous affichons au sein du gouvernement, suivant les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, c'est celle de maîtriser totalement les effectifs au sein des services, établissements, toutes les administrations œuvrant sous l'autorité du gouvernement de la République. Pour sa part, le ministre de l'Industrie a salué le travail réalisé par les experts du ministère de la fonction publique et ceux de l'industrie. Depuis que nous sommes à la tête de ces ministères, nous avons voulu effectivement régulariser cette situation parce que nous avons autour de 5 établissements publics. Et aujourd'hui, nous sommes heureux que l'un de ces établissements soit doté de son cadre organique et de son référentiel d'emploi. Cet outil d'organisation de services est destiné à servir de référentiel dans la transformation du mode de gestion des ressources humaines du ministère de l'Industrie en vue de le rendre plus rationnel dans la perspective de répondre aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale.
Changeons carrément de chapitre pour parler élection vers l'envoi d'une mission d'observatoire électoral pour les prochaines élections. C'est ce qui ressort des échanges entre le président de la CENI avec une délégation de l'Union européenne. Teti Samba. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec une délégation de l'Union européenne conduite par Mathilda Chemguin, chef de délégation adjointe chargée de section politique, presse et information au sein de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Les deux parties ont examiné en profondeur les possibilités d'envoi d'une mission d'observation électorale pour les scrutins à venir. Cette mission, en fait, a pour objectif de voir si les conditions sont réunies pour déployer une mission d'observation électorale au Congo pour les prochaines élections prévues en décembre 2023. Donc dans ce cadre, on a échangé avec le président Kadima et puis son équipe pour expliquer le contexte de notre mission, en savoir un peu plus sur le processus électoral et les avancées accomplies jusqu'à maintenant et les défis qui s'annoncent. Le but, c'est surtout de voir si les conditions sont réunies pour que l'Union européenne envoie une mission d'observation électorale, si nous avons une valeur ajoutée, si une mission d'observation électorale en décembre 2023 est quelque chose qui serait viable, quelque chose qui serait utile et quelque chose qui serait souhaitable pour la RDC et pour sa démocratie. Denis Kadima Kazadi, président de la CENI, était assisté du deuxième vice-président Didi Manaralinga, du rapporteur adjoint Paul Moïdo Moulemberi et du questeur adjoint Mme Sylvie Beremba Nobalume. Je le disais en titre, des écoles, centres de santé et autres bâtiments publics sortent du sol dans plusieurs territoires en RDC. Auditionnée en commission au Sénat, la ministre en charge du plan a projeté des images venues du Congo profond comme preuve de l'exécution du programme de développement à la base de 145 territoires. Un reportage de Françoise Bouela, Pampaoumba et Djokoukou. Les sénateurs membres de la commission de relations avec les institutions provinciales et les ETD avaient soulevé des préoccupations sur certaines réformes pilotées par le ministère du Plan. La mise en œuvre du PDL 145 territoires, le programme d'action prioritaire, l'indice de développement humain, l'autosuffisance alimentaire et l'appui des partenaires au développement. Revenu avec des éléments de réponse. Pour l'audition de ce lundi, Judith Soumino Atuluka a rassuré des élus, croire la présidente de cette commission, l'honorable Françoise Bemba. Madame la ministre d'État, ministre du Plan, a été assez complète et nous a un film, tout ce qui est fait sur le terrain et tout ce qui est en train d'être fait sur le terrain. J'ai juste une petite préoccupation. Écoutez, faites en sorte que tout se termine et que ça ne reste pas inachevé. La ministre d'État, ministre du Plan, a salué l'exercice de redevabilité pour informer le peuple à travers ses représentants. Ça nous permet aussi à nous de pouvoir assurer que les questions qui restent encore dans l'ombre, qu'on puisse vraiment les éclaircissements. Le plus important est que par exemple dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, on puisse arriver au bout de ce programme et que tout soit achevé. Pas question pour nous de faire juste des éléphants blancs avec des bâtiments de nature mais qu'on n'a pas pu achever, ils ne sont pas mis à disponibilité des d'État accompagné des agences d'exécution sur le terrain. L'Ituri, le déplacé du site de Drodro, en territoire de Djougou, à 60 km d'Obunia, sollicite l'implication du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix pour leur retour dans leur village. Il en dit dimanche 4 juin lors de sa visite dans cette zone qui est toujours sous menace de groupes armés. Junior Sélémani. Humanitaire ne laisse pas indifférent ainsi que l'administration militaire. Plus de 100 000 déplacés dans le district de Drodro, dans le territoire de Djougou, font l'objet de menaces permanentes armées. Ces personnes vulnérables ont besoin de regagner dit au secrétaire général adjoint son charge de maintien de la paix en visite dimanche dans cette région en sollicitation tout définitif
dans leurs entités. Nous recommandons aussi le retour de la paix, de créer un tribunal pour les auteurs et les tireurs de ficelles pour arrêter ce drame. Et nous souhaiterons aussi que l'effectif de FARDC puisse être augmenté dans la zone parce que la zone est vraiment acclavée. À notre gouvernement et à l'ONU d'établir la paix dans nos milieux, car nous sommes vraiment fatigués de vivre dans ce désespoir. Nous voulons regagner nos villages avant l'année scolaire 2023-2024. Nous voulons la paix, rien que la paix pour étudier. Pour sa part, Jean-Pierre Lacroix promet de transmettre leurs préoccupations à qui de droit et les appelle à collaborer avec les services de défense et de sécurité. La bonne nouvelle, c'est que les populations que nous avons rencontrées sont protégées par nos collègues de la MONUSCO et aussi les autorités congolaises et l'armée congolaise. Renforcement des effectifs militaires dans la zone se concrétise. Le but, c'est que ces populations puissent retourner dans leur village en sécurité. La visite du numéro 2 de l'ONU remonte il y a 2 ans en territoire de Djougou où il avait rencontré les déplacés du site de Rou. Il s'est tenu du 20 au 24 mars 2023 à Bukavu une table ronde sur la paix et la stabilité après validation du rapport. Le comité de suivi pour la mise en œuvre de l'agenda décanal de ces travaux a fait la restitution le dimanche 4 juin 2023 devant la presse. Explications et commentaires dans ces reportages de Ricky Nzouzi dans un film de Dieu Merci Sweka. Dans un contexte d'instabilité politique et institutionnelle récurrente, l'insécurité, la prolifération des groupes armés ainsi que la diminution progressive de la confiance de la population vis-à-vis des dirigeants au Sud Kivu, sans omettre les voies des communications infrastructures basiques délabrées ainsi qu'une économie rurale désarticulée. Les filles et fils du Sud Kivu ont passé au crible la problématique de la paix et du développement de leur province à travers une table ronde organisée du 20 au 24 mars 2023 sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la facilitation de la maison civile animée par le professeur Mitéo. L'initiative étant de la Ligue des leaders pour la paix et le développement LIPAD. Institué après les travaux, le comité de suivi vient de faire la restitution à la presse à Kinshasa. L'objectif, c'est d'avoir notre gouvernail, qu'il est temps de libérer la province de cette prise en otage par 2-3 personnes, qu'on laisse les fils et filles de la province à pouvoir gérer leur province, décider sur qui doit gérer, et sur base d'une confiance réelle. Sur 200 participants attendus, la table ronde en avait reçu 345. L'agenda décennal 2023-2033 adopté reprend l'identification et adoption des projets socio-économiques pour la stabilisation du Sud Kivu, l'harmonisation des vues entre certaines communautés sur quelques divergences et leur engagement de promouvoir le vivre ensemble. Autre titre de ce matin, il ne suffit pas seulement de déclarations ou simple soutien aux FARDC. Les jeunes de la RDC sont appelés à réintégrer l'armée congolaise pour buter dehors l'ennemi du pays. Suivez. Mettre en place une synergie de jeunes Congolais pour soutenir les FARDC au front contre l'agression du M23 soutenue par l'armée rwandaise. C'est le message principal qui a orienté la conférence de presse animée par John Mbayansita. Il a exhorté la jeunesse congolaise de tous bords à s'unir comme un seul homme et à s'aligner derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire obstacle à l'ennemi. Nous vivons spirituellement à l'Est. Nous sommes de cœur avec nos frères de l'Est. Nous prions Dieu et nous travaillons pour que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse avoir le temps de s'organiser. Et au jour d'aujourd'hui, nous allons croire que cette organisation a déjà atteint au moins 90%. Donc très bientôt, nous allons mettre fin à la guerre. Nous avons souligné que l'ennemi qui attaque notre pays, il le fait sur 4 fronts. Le premier front, c'est le front militaire, où nous voyons les M23.
L'union fait la force, dit-on. Cet adage vaut son pesant d'or dans le cadre de cette sensibilisation pour rappeler d'une autre manière comment protéger l'intégrité territoriale. Parlons santé dans le cadre du renforcement de suivi de la gestion de stock et de l'utilisation de produits de santé. Le programme national d'approvisionnement en médicaments a organisé un atelier de renforcement de capacité de plus de 30 cadres dans le but d'améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement de produits de santé. Guy Matundu et Elie-Ange Atassa. Comment contribuer à l'amélioration de la gestion de la chaîne d'approvisionnement en médicaments essentiels? Pour répondre à cette interrogation, le Programme national d'approvisionnement en médicaments essentiels a réuni une trentaine de cadres et autres pharmaciens du niveau central pour les former aux fondamentaux des outils LMA. Le directeur de programme, Franck Biaï, explique le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement. Actuellement, dans notre pays, le gouvernement n'achète presque pas de médicaments. Les produits sont achetés avec le financement extérieur à travers des unités d'achat qui sont également parallèles. C'est le cas de l'USAID à travers le PPM, c'est le cas du Fonds mondial à travers un autre mécanisme. C'est toujours le PPM qui est les achats groupés. À terme, ces participants qui sont formés sur l'outil harmonisé simplifié des vérifications ponctuelles devront évaluer la maturité de la chaîne d'approvisionnement dans les structures ciblées du Kinshasa. Parlons à présent de ces descentes du directeur général de la RSP dans les installations de la Bralima à Kinshasa pour effectuer un contrôle de conformité dans cette entreprise de la capitale. Retour en images. Pour la mise en œuvre effective de la loi sur la sous-traitance en RDC, qui autrefois souffrait de beaucoup de violations, il n'y a donc pas de repos pour l'homme qui régule cette entité. L'honorable Miguel Katen-Kachal a fait le déplacement ce jour dans les installations de la Bralima, une des grosses industries qui œuvre dans la production d'une variété de boissons gazeuses et de bières dans le pays. Ici, la mission de contrôle de la RSP est bien accueillie, comme le dit son directeur général. Que nous, la Bralima, en tant que membre de la FEC, la FEC a signé un accord, un partenariat avec l'ARSP pour pouvoir accompagner l'ARSP dans l'exécution de cette loi et c'est un privilège de le recevoir aujourd'hui. Et nous, la Bralima, allons être un modèle pour respecter cette loi et pour pouvoir l'appliquer. Une entreprise doit se conformer aux lois de la République. Et je pense que l'État n'a pas que des missions répressives, l'État a aussi des missions pédagogiques. C'est une nouvelle loi, il y a peut-être des inquiétudes, mais nous avons confiance au DG et son équipe que nous allons travailler ensemble à travers la FEC, à travers les discussions pour que toutes les zones d'ombre soient aplanies, qu'il y ait une meilleure compréhension de cette loi pour que nous tous nous puissions l'appliquer. Mais nous, la Bralima, nous allons l'appliquer sans hésitation parce que, en tant qu'entreprise citoyenne au Congo, nous devons aussi accompagner le gouvernement dans ses missions. Le gouvernement veut générer plus de revenus, le gouvernement veut réduire la pauvreté. Nous aussi, nous contribuons tant soit peu à cette mission-là. Désormais, le train de la matérialisation de la vision du chef de l'État dans ce secteur est en marche. Pour renchérir, la société Bralima accepte donc de se prêter à l'exercice de contrôle, cela dans toutes les provinces où elle est implantée. Et puis, ces assurances du directeur général de la FIKIN, la foire internationale de Kinshasa, sera bientôt revêtue de sa plus belle robe. Le travaux de réhabilitation de ces bijoux évoluent à pas de géant, a-t-il déclaré. Où en est-on avec les travaux de construction et réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa? À tort ou à raison, l'opinion s'interroge d'une part et de l'autre part. La population dénonce la suspension des travaux pourtant débutés il y a de cela quelques mois déjà. Face aux fausses allégations répandues à travers les réseaux sociaux, en rapport avec les soi-disant arrêts des travaux à la FIKIN, le comité de gestion représenté par le directeur général, l'honorable Didier Kabampele Ngaboul, assisté de son adjoint Serge Kivu Kinina Lunda, fixe l'opinion en ces termes. Renouveler nos remerciements au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé sa confiance en nous. On s'intéressait de moins en moins de la FIKIN. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de la FIKIN et tout le monde s'y intéresse. Ça, c'est une fierté. Que l'entreprise turque Milves
est bel et bien dans l'enceinte de la FIKIN, dans l'objectif de la moderniser. Nous voulons moderniser la foire. La FIKIN que vous aimez tant va vous faire plaisir d'ici là, avec les éditions foraines, non seulement à Kinshasa, mais aussi en province, parce que dans sa mission, il faut organiser les foires au niveau national, provincial et aussi international. Bien noté et à en croire, la foire internationale de Kinshasa FIKIN, ses bijoux de divertissement avec plusieurs spectacles pour les Kinois en particulier et les Congolais en général, retrouvera sa belle robe. Tout à fait autre chose à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement placée sous le thème « Solution à la pollution plastique » que l'envoyé spécial du chef de l'État en économie du climat a effectué une visite dans les installations d'une usine de fabrication de plastique. Béatrice Chako. C'est dans ces prérogatives que l'envoyé spécial du chef de l'État, Stéphane Mbombo Mwamba, s'est rendu à l'entreprise de fabrication de plastique à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Ce, dans le souci de se rendre compte de l'effectivité du respect de l'environnement dans le processus de fabrication des objets en plastique dans cette entreprise. Le plastique peut être recyclé en plusieurs matières, en engrais organiques, en énergie renouvelable. Ce rôle que le chef de l'État nous a donné pour la nouvelle économie du climat consiste également à accompagner les secteurs privés qui font leur business en respectant les conditions du climat et voir comment est-ce que l'État peut les accompagner avec des mesures incitatives pour que leur business puisse prospérer. Et nous sommes impressionnés de constater que nous avons ici à Kinshasa un compatriote congolais qui travaille dans la production de plastique complètement recyclable. C'est vraiment une surprise agréable. Nous l'encourageons. Nous allons continuer à accompagner le secteur privé, surtout dans le domaine de réforme, pour que ce secteur puisse vraiment prospérer et combattre ces fléaux qui est la gestion de plastique. Mais aussi nous rappelons quand même que la gestion de plastique est une gestion responsable. Donc nous devons avoir ces habitudes dans nos maisons, dans les universités, dans des écoles, dans le milieu de travail, dans nos sports, à gérer le plastique de sorte que vous allez les déposer dans des endroits où il y a des compagnies agréées pour faire du recyclage de ces plastiques. Pour le coordonnateur de cette société, l'utilisation de plastique en vue de préserver l'environnement a toujours été conseillée à la clientèle de son entreprise. Dans un autre registre, les autorités provinciales du Kasaï oriental ont évalué le différent partenariat qu'a la province avec l'INPP. Polyvalente Maurice Chikouya de l'INPP, Institut national de préparation professionnelle Kasaï oriental dans la commune de Dibindi, a servi mercredi de cadre à la session ordinaire du comité consultatif permanent INPP partenaire. Cette session a été co-animée par Claude Chiombongandu et Wilfred Boukassa Willa Kabeya, respectivement directeur provincial de l'INPP et représentant de la FEC au Kasaï oriental. L'objectif de ces deuxièmes travaux est de faire le suivi et l'évaluation de la session ordinaire du comité consultatif permanent CCP qui s'est tenu le 30 novembre 2022. C'est ainsi qu'après la lecture des résolutions de la session précédente par le secrétaire du bureau CCP, deux intervenants ont présenté des résolutions et des recommandations antérieures. Il s'agit du directeur provincial de la FEC, Dominique Ilunga, qui a parlé des agrégats économiques, et l'adjoint technique de l'INPP a abordé les activités menées et les perspectives d'avenir de l'INPP Kasaï oriental. La circonstance qui nous réunit en ce moment est l'organisation de la session ordinaire du comité consultatif permanent CCP qui réunit INPP et partenaires. Cette session que nous organisons ce jour porte sur les suivis et l'évaluation des recommandations issues de la première session organisée le 30 novembre 2020. Le comité consultatif permanent permet à l'INPP de se rapprocher du monde socio-économique et de répondre à ses besoins de formation exprimés. Ainsi, il constitue un support de travail pour les partenaires appelés à veiller sur la qualité des formations animées par l'INPP, par l'enrichissement de leur personnel et permet à l'INPP de couvrir les nouveaux besoins en formation professionnelle en adéquation avec les besoins socio-économiques dans les bassins d'emploi. Dans le but de lutter contre les érosions dans le Kasaï, deux engins ont été déployés à Chikapa grâce au plaidoyer du gouverneur de province Jean-Richard Kwale.
Le gouverneur du Kasaï, Dieudonné Piem Toutokot, a produit ses résultats et a ébloui les fils et filles du Kasaï. Il s'agit de l'obtention des engins pour la lutte anti-érosive dans cette province. En présence des responsables politico-administratifs et d'autres couches de la population, cette cérémonie des remises officielles a eu lieu devant le bâtiment administratif du gouvernorat du Kasaï. Il a fallu que le président de la République passe par Chikapa, que les fils et les filles du Kasaï, représentés par ceux de Chikapa, crient à l'endroit du président de la République, lance un appel, surtout pour la lutte contre les érosions, pour que aujourd'hui, en réponse aux cris et appels de la population du Kasaï, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réponde au comptant. Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu laisser passer cette occasion sans manifester notre gratitude à l'endroit de ce grand homme. L'exécutif provincial du Kasaï a également salué l'unité des fils et filles de sa province par laquelle ces derniers ont reçu ces matériels. Un civique qui s'aimait terreur et désolation dans la province du Kwilu ont été arrêtés et présentés à la population. Retour en image. Quelques malfrats qui sèment la terreur et la désolation au sein de la population du territoire d'Idiofa dans le Kwilu ont été appréhendés par les services de sécurité. Ces inciviques qui, dans la plupart des cas, opèrent la nuit en volant des motos de paisibles citoyens créent l'insécurité dans l'ensemble du territoire. Nous tenons d'abord à remercier la population qui a compris qu'il a l'obligation d'être coopérative avec la police. C'est à eux de nous porter les informations pour que nous pouvons agir des moments voulus. Arrêtés, ces inciviques sont passés aux aveux. Avec le démantèlement de ce réseau, les autorités de la police nationale congolaise du Kwilu espèrent au retour de la paix dans ce coin du pays et demandent à la population de continuer à leur faire confiance en dénonçant tout acte tendant à troubler l'ordre public. Et puis, 6 titres, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a signé l'arrêté ministériel portant création de la cellule d'accréditation des observateurs électoraux internationaux pour les élections de 2023. Doris Monzo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, arrête. Article 1er. Il est créé sous l'autorité du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, une cellule chargée d'accréditation des observateurs électoraux internationaux en République démocratique du Congo pour le processus électoral de 2023. Article 2. La cellule d'accréditation est chargée d'examiner les demandes d'accréditation soumises au gouvernement de la République par les organismes et les personnalités indépendantes étrangères désignant observer les élections. Elle décide de l'accréditation des observateurs et transmet ses décisions à la Commission électorale nationale indépendante pour mise en application. Article 3. La cellule d'accréditation est constituée des délégués des ministères et services ci-après. 1. Ministère des Affaires étrangères et francophonie. 2. Ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. 3. Ministère de la Justice et Garde de Sceaux. 4. Direction générale de migration. 5. Agence nationale de renseignement. 6. Commission électorale nationale indépendante. 7. État-major de renseignement militaire. 8. Direction de renseignements généraux de la police nationale congolaise. Article 4. La cellule d'accréditation comprend le bureau, l'assemblée plénière, le secrétariat technique. Article 5. Le bureau est chargé de la coordination des activités de la cellule, la convocation de la présidence des réunions de la cellule, du fonctionnement régulier de la cellule, des contacts avec la commission électorale indépendante, de l'élaboration de rapports de travaux au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, la transmission des décisions de la cellule de la commission électorale nationale indépendante. Article 6. Le bureau est dirigé par le secrétaire général des Affaires étrangères et secondé par le directeur des affaires juridiques et contentieux des affaires étrangères. Article 7. L'assemblée plénière, elle est un organe de décision.
Elle est chargée d'examiner les demandes d'accréditation et de décider sur celles-ci. Article 8. L'Assemblée plénière prend les délégués de services spécialisés énumérés à l'article 3 et d'un représentant du cabinet du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie. Article 9. Le secrétariat technique. Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux de travaux de plénière et autres documents administratifs, la réception de courriers et demandes d'accréditation, l'organisation de travaux de la cellule, la garde des archives de la cellule. Article 10. Le secrétariat technique est assuré par la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et francophonie. Article 11. La cellule d'accréditation des observateurs internationaux reste opérationnelle jusqu'à la fin du cycle électoral actuel. Article 12. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 5 juin 2023. Christophe Lutumbula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie. Et puis ces communiqués avant de nous quitter. La Société nationale de l'électricité, département de distribution de Kinshasa, informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus sur la ligne 30 kV à Lingwala-Kintsuka, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce mardi 6 juin 2023 de 10h à 16h de Kinshasa dans certains quartiers de communes ci-après Ngalema et Mongafola. Toutefois, le rétablissement de la fourniture de l'électricité pourra intervenir plus tôt si les travaux s'achèvent. La SNEL présente ses excuses pour ces désagréments liés aux travaux. Madame, messieurs, ce journal de la rédaction est terminé. Un journal coordonné par Jacques Kabwaba, Moukoumine Sedouga, réalisé par Patrick Bampuila et Jonathan Moubalaba, assisté de Guillaume Koko.